la fiancée de mon frère m'a giflé devant 200 personnes à leur mariage. Pourquoi? Parce que je ne leur ai pas donné ma maison. Maman a chuchoté, ne fais pas de scène, pars juste en silence. Alors je suis parti, mais le lendemain, ma famille a commencé à avoir de gros problèmes. Je m'appelle Samantha Wilson et j'ai 29 ans. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé que le mariage de mon frère se terminerait avec sa nouvelle femme me giflant en plein visage devant 200 invités choqués. Tout ça parce que je ne voulais pas leur donner ma maison, celle que ma grand-mère m'avait laissée spécialement à moi. Au moment où la main de Catherine a frappé ma joue, ma mère s'est penchée vers moi et m'a chuchoté. Ne fais pas de scène, pars juste en silence. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ce qui s'est passé le lendemain a tout changé. Avant de vous raconter ce cauchemar, laisse un commentaire pour me dire d'où tu regardes cette histoire. Mets un j'aime et abonne-toi si toi aussi tu as déjà dû tenir tête à la pression familiale. Crois-moi, tu vas vouloir savoir comment tout ça s'est terminé. Ma grand-mère, Eleanor, était plus qu'un simple membre de la famille. C'était mon pilier, ma confidente, et sincèrement, ma personne préférée au monde. Depuis que j'étais petite, je passais presque tous les week-ends dans sa belle maison victorienne dans la rue Maple. C'était une magnifique maison de 3 chambres, avec un plancher en bois d'origine. Une grande véranda tout autour, et ce genre de charme qu'on ne trouve plus dans les maisons modernes. Je l'aidais à entretenir son jardin, j'apprenais ses recettes secrètes dans sa grande cuisine aux carreaux anciens. Et j'écoutais ses histoires sur la balançoire du porche au coucher du soleil. Mon frère James, de 3 ans mon aîné, n'a jamais vraiment été intéressé par les visites chez mamie Eleanor. Même enfant, il trouvait toujours une excuse pour ne pas venir. Un entraînement de baseball, une émission à regarder, où il disait simplement que c'était ennuyeux de rester avec une vieille dame. En grandissant, il a gardé le même comportement. Quand James est parti à l'université, il ne passait plus que pour les fêtes obligatoires. Après son diplôme, quand il est revenu vivre en ville pour travailler dans une banque, il passait peut-être 2 fois par an, et ne restait que le minimum par politesse. Pendant ce temps, moi, j'ai construit ma vie d'adulte autour de ma grand-mère Eleanor. Après l'université, j'ai trouvé un travail d'enseignante en primaire à seulement 20 minutes de chez elle. Je lui rendais visite 3 ou 4 fois par semaine. Je l'aidais pour les courses, je l'emmenais chez le médecin, où on buvait juste un thé en discutant. Quand on lui a diagnostiqué un cancer il y a 5 ans, il n'y a jamais eu de doute sur qui s'occuperait d'elle. Ces 2 dernières années de sa vie ont été dures, mais très précieuses. J'ai réduit mes heures de travail pour pouvoir l'accompagner à ses rendez-vous de chimio. Gérer ses médicaments, et finalement lui apporter les soins dont elle avait besoin. James est venu la voir seulement 2 fois pendant sa maladie, une fois au moment du diagnostic. Et une autre environ une semaine avant sa mort. Mes parents venaient un peu plus souvent. Mais on sentait qu'ils faisaient juste leur devoir, sans vraie affection. Quand grand-mère Eleanor est décédée il y a 3 ans, j'ai été dévasté. Elle avait été plus une mère pour moi que ma propre mère, Barbara, qui semblait toujours plus préoccupée par les apparences que par les vraies relations humaines. La lecture du testament a surpris tout le monde sauf moi. Grand-mère m'a laissé sa maison, avec la plupart de ses économies et ses affaires personnelles. James a reçu sa voiture qu'il a vite vendue et un petit héritage en argent. Elle t'a laissé la maison, s'est écriée ma mère, furieuse. Mais ça devrait être pour ses 2 enfants. Mon père, Thomas, lui a mis la main sur le bras. Barbara, c'était la décision d'Eleanor. Elle savait ce qu'elle faisait. James n'a pas dit grand-chose ce jour-là. Mais la tension de sa bouche et le froid dans son regard m'ont tout dit. Il pensait mériter la moitié de tout, même s'il n'avait quasiment pas eu de relation avec notre grand-mère. Pour moi, la maison n'avait rien à voir avec l'argent. C'était mon lien avec grand-mère Eleanor. Et j'ai immédiatement fait des plans pour emménager et la restaurer comme avant. J'ai dépensé tout mon argent et tous mes week-ends libres à repeindre, à réparer les planchers, à moderniser la plomberie, tout en gardant soigneusement le style ancien de la maison. C'est devenu mon refuge, ma fierté, ma joie. Quelques mois après mon emménagement, James est venu à l'improviste. Il a fait le tour des pièces, hochant la tête devant les rénovations que j'avais faites. « Tu sais », a-t-il dit d'un ton détendu, en s'appuyant sur le plan de travail de la cuisine. « Ce lieu doit valoir au moins 400 000 $. Si tu le vendais, on pourrait partager l'argent et chacun mettre un acompte pour acheter notre propre maison. »
J'ai failli faire tomber la tasse de café que j'avais dans la main. James, c'est chez moi ici. Mamie me l'a laissé parce qu'elle savait combien ça comptait pour moi. Allez, Sam, a-t-il répondu, avec une voix plus sèche. Tu sais bien que ce n'est pas juste que tu es tout tu. On est tous les deux ses petits-enfants. C'est là que j'ai compris que cet héritage serait toujours un problème entre nous. Mais je ne savais pas encore à quel point les choses allaient empirer avec l'arrivée de Catherine. James a rencontré Catherine Parker lors d'un gala de charité organisé par la banque où il travaillait. Dès qu'il a parlé d'elle, j'ai su qu'elle était différente de ses anciennes copines. Il avait toujours été attiré par des femmes ambitieuses. Mais Catherine jouait dans une autre catégorie. À 32 ans, elle était directrice marketing dans une agence de vente de biens immobiliers de luxe. Et elle avait l'allure d'une femme riche et influente. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était chez mes parents pour le dîner du dimanche. Environ un an après la mort de mamie Eleanor. Catherine est arrivée en tenue de grande marque, avec un sac qui valait sûrement plus que mon salaire du mois. Elle avait un sourire parfait, des manières impeccables. Et mes parents sont tout de suite tombés sous son charme. James m'a dit que tu vivais dans l'ancienne maison de ta grand-mère, a dit Catherine. Alors qu'on s'installait dans le salon avant le dîner. Ah comme c'est mignon, c'est dans un de ces quartiers historiques. Je lui ai expliqué où se trouvait la maison et un peu son histoire. Sentant que je devais justifier mon attachement à elle. Oh, je connais ce quartier, a-t-elle répondu, ses yeux brillants d'intérêt. Ces maisons victoriennes sont de vraies perles quand elles sont bien rénovées. Leur valeur sur le marché doit être énorme. C'était le premier signal d'alarme. Elle pensait tout de suite à l'argent plutôt qu'à la valeur sentimentale. La relation entre James et Catherine a avancé très vite. En 3 mois, ils étaient fiancés. En 6 mois, ils avaient déjà fixé la date du mariage, qui devait avoir lieu 4 mois plus tard. Ma mère Barbara était folle de joie. Elle s'était tout de suite rapprochée de Catherine pour organiser le mariage et rêver de futurs petits-enfants. Mon père, plus discret, était juste content que James ait trouvé une femme aussi brillante. Mais au fur et à mesure que les préparatifs avançaient, Catherine s'intéressait de plus en plus à ma maison. Elle commençait à venir sans prévenir, avec des excuses pas très crédibles du genre. J'étais dans le coin avec un client et j'ai pensé passer voir ce que tu avais fait de l'endroit. Elle faisait le tour de mes pièces en les regardant comme une professionnelle de l'immobilier. Tu sais, avec mon expérience en immobilier de luxe, je pourrais te donner quelques conseils pour tirer le maximum de valeur de cette propriété. Un jour, environ 2 mois avant le mariage, Catherine était assise sur le plan de travail de ma cuisine, buvant du thé. Et elle a fait ce qu'elle croyait sûrement être une suggestion décontractée. Tu sais, Samantha? James et moi, on cherche une maison, mais le marché est très dur en ce moment. On se disait, ce ne serait pas parfait si on pouvait acheter cette maison? Elle resterait dans la famille et toi tu pourrais utiliser l'argent pour trouver quelque chose de plus adapté pour une personne seule. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. Et Catherine, je n'ai aucune envie de vendre. C'est chez moi ici. Son visage s'est durci une seconde, avant qu'un sourire poli revienne. Bien sûr, je comprends tout à fait. Juste une idée, à réfléchir. La famille est de la famille, tu sais. Plus Catherine passait du temps avec ma famille, plus je voyais comment elle contrôlait doucement chaque conversation et décision. James, avant sociable et indépendant, commençait à céder sur tout, les restos, les amis à voir. Et pire, mes parents, surtout ma mère, prenaient les opinions de Catherine comme parole d'évangile. Catherine dit que le lieu de réception que tu as proposé n'est pas assez prestigieux, m'a dit ma mère. Quand j'ai voulu aider à organiser le mariage. Elle dit qu'il faut quelque chose de plus exclusif si on veut impressionner les collègues de James. Et Catherine pense que tu devrais avoir les cheveux attachés pour la cérémonie, m'a-t-elle dit une autre fois. Elle trouve que les demoiselles d'honneur aux cheveux lâchés ont l'air négligées sur les photos. Chaque réunion de famille devenait un théâtre où Catherine manipulait tout le monde avec compliments. L'arme bien placée ou critiques déguisées en bons conseils. J'étais la seule à le remarquer, ou en tout cas la seule à oser le remettre en question. L'organisation du mariage avançait, tout comme les allusions, pas du tout subtiles, de Catherine sur ma maison. Un soir, pendant un dîner familial 2 mois avant le mariage, elle a dit comme ça. James et moi, on a encore du mal à trouver la maison parfaite? Si seulement une solution était juste devant nous. Et elle m'a regardé droit dans les yeux. Et Catherine,
ai-je dit calmement, j'ai déjà dit que je ne vendrai pas ma maison. Bien sûr, pas la vendre, a-t-elle répondu en riant, mais sans sourire vraiment. Mais ce ne serait pas un merveilleux cadeau de mariage? Après tout, James aussi a grandi en venant dans cette maison. C'est là que ma mère est intervenue. Samantha, ne sois pas égoïste. Ton frère commence une nouvelle vie. Ce serait une façon très belle de le soutenir. J'ai regardé James, espérant qu'il dirait quelque chose. Mais il regardait juste son assiette en silence. Ce soir-là, a commencé une campagne de plus en plus agressive pour me forcer à abandonner ma maison. La pression pour que j'aide mon frère en lui donnant ma maison a augmenté rapidement pendant les 2 mois précédant le mariage. Les petites allusions et suggestions sont devenues des demandes directes et de la manipulation émotionnelle. Ma mère, Barbara, est devenue l'alliée la plus fidèle de Catherine. Elle m'appelait tous les jours avec un nouvel argument pour que je donne la maison. James est l'homme de la famille. Il lui faut une vraie maison pour construire sa famille, a-t-elle insisté un jour. Tu es incroyablement égoïste, Samantha. Tu crois que mamie Eleanor serait fière de toi, à garder cette maison rien que pour toi, alors que ton frère en a besoin. J'ai essayé d'expliquer encore et encore que mamie Eleanor m'avait laissé cette maison à moi. Parce qu'elle savait combien elle comptait pour moi. Mais personne ne m'écoutait. Ce n'est pas comme ça qu'une famille fonctionne, disait ma mère. Une famille, ça partage. Une famille, ça se sacrifie les uns pour les autres. Mon père, Thomas, qui déteste les conflits, essayait de rester neutre. Ta mère veut juste que tout le monde soit heureux, me disait-il quand je me plaignais. Mais sa neutralité ne faisait qu'aggraver les choses. James lui-même parlait rarement de la maison. Il laissait Catherine et ma mère mener la bataille, pendant qu'il jouait le rôle du frère gentil qui voulait juste la paix. Les rares fois où on se parlait en privé, il soupirait profondément et disait « J'aimerais tellement qu'il y ait une solution qui rende tout le monde heureux. » La situation a explosé 3 semaines avant le mariage. Un vendredi soir, je rentre du travail, et je vois le 4x4 de luxe de Catherine garé dans mon allée. Avec 2 autres voitures chères que je ne reconnaissais pas. En entrant chez moi, je trouve Catherine en train de faire visiter ma maison à un couple bien habillé. Cette boiserie d'origine est tout simplement magnifique, disait Catherine en admirant mon salon. On prévoit de garder tous les éléments historiques mais de moderniser la cuisine et les salles de bain. Je suis resté figé dans l'entrée, choqué par ce que je voyais. Catherine m'a vu, et elle n'a même pas eu l'air gênée. Samantha. Quelle chance. Laisse-moi te présenter Martin et Diane. Ce sont des amis du club. Ils voulaient voir la charmante maison victorienne dont je parle à tout le monde. Dehors, ai-je dit d'une voix basse, les mains tremblantes de colère. Les amis de Catherine avaient l'air perdus, mais mon visage a dû leur faire comprendre que ce n'était pas le bon moment. Ils ont murmuré un « au revoir », gênés et sont sortis rapidement. Une fois partis, le masque gentil de Catherine est tombé d'un coup. C'était extrêmement impoli, Samantha. Ce sont des gens très influents en ville. Non, ce qui est impoli, c'est de faire visiter la maison de quelqu'un sans sa permission, ai-je répondu sèchement. Comment t'es entré? Elle a fait un geste négligent. James a encore sa clé, de quand il venait voir ta grand-mère. Franchement, je ne vois pas pourquoi tu fais tout un drame. De toute façon, ce sera notre maison après le mariage. Et Catherine, je vais te le dire une dernière fois, je ne te donnerai pas ma maison. Ni en cadeau, ni en vente. Jamais. Respecte ça et arrête cette folie. Ses yeux se sont plissés, puis, à ma surprise, elle a éclaté en sanglots. Pas quelques larmes, mais un gros chagrin bruyant et théâtral, sorti de nulle part. J'ai tellement essayé de faire partie de cette famille, sanglotait-elle. J'ai été gentille avec toi, et tu gâches tout. James et moi avons besoin de cette maison pour notre avenir. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait appelé ma mère dès qu'elle était partie. En me faisant passer pour la méchante qui l'avait virée elle et ses amis. Mon téléphone a sonné quelques minutes après. C'était ma mère. Pas de bonjour. Comment as-tu osé traiter Catherine comme ça? Après tout ce qu'elle a fait pour t'inclure dans le mariage. Ta grand-mère aurait honte de ton comportement. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était vraiment passé, mais elle n'a rien voulu entendre. Pour elle, j'étais le problème. La confrontation finale a eu lieu lors d'un dîner de famille, le week-end avant le mariage. Catherine m'évitait depuis l'histoire de la visite de maison. Mais ma mère a insisté pour qu'on règle tout,
avant le grand jour. On était tous assis autour de la table chez mes parents, dans un silence pesant. Quand ma mère s'est éclaircie la gorge. « Samantha, on doit parler de ton cadeau de mariage pour James et Catherine. »« Maman, il n'y a rien à dire », ai-je répondu fermement. « J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. »« Cette obstination n'est pas toi », a lancé ma mère. « Catherine et James ont besoin d'un vrai foyer. Tu vis seul dans une maison faite pour une famille. »« Une maison que mamie m'a laissée », lui ai-je rappelé. « Ta grand-mère aurait voulu que tu la partages », a insisté ma mère. James a finalement parlé. « Sam, je suis raisonnable. Tu sais que cette maison est trop grande pour une seule personne ? Catherine et moi, on lui donnerait la vie qu'elle mérite. » J'ai regardé autour de la table. Le regard désapprobateur de ma mère. Le silence gêné de mon père. L'arrogance de James. Et l'air faussement blessé de Catherine. À ce moment-là, je me suis senti complètement seul. « Cette discussion est terminée », ai-je dit en me levant. « Je ne vais pas donner ma maison, ni maintenant, ni jamais. Et si vous ne pouvez pas respecter ça, alors peut-être que je ne devrais même pas venir au mariage. » « Ne sois pas dramatique », a sifflé ma mère. « Tu vas assister au mariage de ton frère et tu vas bien te comporter. Cette famille doit garder les apparences. » Je suis sorti de ce dîner plus isolé que jamais. Redoutant un mariage qui n'était plus qu'à quelques jours. Mais je ne savais pas encore que le pire était à venir. Le matin du mariage de James et Catherine est arrivé avec une météo parfaite. Ensoleillé avec une petite brise, exactement le genre de journée que Catherine avait exigé de l'univers pour son « jour parfait ». Je suis arrivé au country club à 9h, comme on me l'avait demandé. Avec ma robe de demoiselle d'honneur dans sa housse. J'avais l'estomac noué. La suite nuptiale était un tourbillon d'activités. Catherine était assise au centre, comme une reine, entourée de ses 3 demoiselles d'honneur. De sa mère et de la mienne. Tout le monde la flattait pendant qu'un maquilleur lui posait le fond de teint. « Samantha, tu es en retard », m'a reproché ma mère. Alors que j'étais pile à l'heure selon le planning. Catherine m'a regardé dans le miroir. « Ce n'est rien, Barbara, tant qu'elle est prête à temps pour les photos. » Sa voix était douce comme du miel, mais ses yeux restaient glacés. Les 5 heures suivantes ont été une suite de sourires forcés et de politesses tendues. On m'a coiffé et maquillé à côté des autres demoiselles d'honneur. Toutes amies de Catherine de la fac ou du travail. Elles riaient entre elles, partageant des souvenirs que je ne connaissais pas. Tandis que je restais silencieuse, comme une étrangère. Pendant les photos avant la cérémonie, Catherine a fait l'exprès de me mettre au bord de chaque photo de groupe. Quand le photographe a proposé une photo juste de la mariée et de sa future belle-sœur, Catherine a évité la suggestion avec élégance. On est déjà en retard. Concentrons-nous sur les clichés essentiels. Mon frère James semblait ailleurs. Totalement absorbé par les désirs de Catherine. Quand j'ai enfin eu un petit moment avec lui, j'ai tenté de créer un lien. Nerveusement, je lui ai souri et dit. « Je veux juste que tout soit parfait pour elle », a-t-il dit en regardant Catherine parler à l'organisatrice. « Elle le mérite, James », ai-je dit doucement. « Je sens qu'il y a eu une tension entre nous. »« Pas aujourd'hui, Sam », m'a-t-il coupé. « Passons le mariage sans drame, d'accord ?» La cérémonie elle-même était grandiose et impeccable, exactement comme Catherine l'avait rêvé. 200 invités remplissaient le jardin du club, décoré de milliers de roses blanches et de cristaux. Catherine est descendue l'allée dans une robe de créateur, qui coûtait plus cher que la voiture de certains. James était beau dans son smoking, souriant à sa future épouse. Debout avec les autres demoiselles d'honneur, j'ai essayé d'être heureuse pour lui. Malgré tout, je voulais qu'il ait un beau mariage. Je souhaitais juste qu'il le vive avec une femme qu'il aimait vraiment pour ce qu'il était. Pas pour ce qu'il pouvait lui offrir. La réception a commencé à 17h, dans la grande salle de bal du club. Des lustres de cristal brillaient au plafond et chaque table était ornée de magnifiques bouquets. On m'a placé à la table familiale, proche de la table d'honneur, avec mes parents et quelques cousins éloignés. Après le dîner, les discours ont commencé. Le témoin, ancien colocataire de James à la fac, a fait un discours émouvant sur l'amitié et l'amour. Puis la demoiselle d'honneur de Catherine a parlé d'elle en disant « Et Catherine obtient toujours ce qu'elle veut. » Une phrase qui semblait anodine pour la plupart, mais qui m'a glacé. Et puis, sans prévenir, Catherine elle-même s'est levée et a pris le micro.
Ce n'était pas prévu, je veux juste dire quelques mots, a-t-elle commencé. Sa voix claire résonnant dans toute la salle. D'abord, merci à tous d'être ici pour célébrer notre journée spéciale. James et moi avons beaucoup de chance d'avoir des amis et une famille aussi merveilleux pour nous soutenir. La foule a applaudi poliment. Le sourire de Catherine s'est élargi. Je veux remercier tout particulièrement ma nouvelle famille, qui m'a accueilli si chaleureusement. Thomas et Barbara sont déjà comme des seconds parents pour moi. Elle a envoyé un baiser à mes parents, qui ont souri avec fierté. Et Samantha, a-t-elle dit en se tournant vers moi. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées dans ma direction. La sœur de James nous a fait un cadeau de mariage très spécial. Et je pense que c'est le moment parfait pour reconnaître sa générosité incroyable. Mon sang s'est glacé. Que faisait-elle? Comme beaucoup d'entre vous le savent, Samantha a hérité d'une magnifique maison victorienne de sa grand-mère. A continué Catherine. Et, dans une vraie preuve d'amour familial, elle nous offre cette maison comme cadeau de mariage. Nous sommes ravis de commencer notre vie dans cette propriété de famille. 200 regards étaient fixés sur moi. Certains ont commencé à applaudir, d'autres souriaient. Ma mère hochait la tête avec force, mon père avait l'air perdu. Et James regardait son assiette, incapable de croiser un seul regard. Soudain, on m'a mis le micro dans les mains. Catherine se tenait au-dessus de moi, toujours avec son sourire parfait. Mais ses yeux étaient durs, presque menaçants. « Tu veux dire quelques mots sur ton cadeau, Samantha » demanda-t-elle gentiment. La salle entière attendait. Mes mains tremblaient. C'était un piège. Une humiliation publique pour me forcer à confirmer son mensonge. Ou passer pour la méchante devant tout le monde. Je me suis levé lentement, les jambes flageolantes. J'ai regardé toutes ces têtes tournées vers moi et j'ai pris une grande inspiration. Je crois qu'il y a eu un malentendu, ai-je dit le plus calmement possible. Même si je souhaite à James et Catherine beaucoup de bonheur, je ne vais pas leur donner ma maison. Le silence est devenu assourdissant. Le sourire de Catherine est resté figé. Samantha est juste modeste, dit-elle en riant nerveusement. On en a parlé pendant des mois. Non, Catherine, ai-je dit fermement. Nous n'avons jamais convenu de ça. Cette maison est mon foyer, et je ne vais ni la donner, ni la vendre. Le masque poli de Catherine est tombé d'un coup. Son visage s'est tordu de colère. Elle m'a arraché le micro. Comment oses-tu, a-t-elle sifflé. Même si tout le monde l'entendait. Le petit égoïste, ingrate. Et là, c'est arrivé. La main de Catherine s'est levée et m'a frappé violemment au visage. Le coup m'a fait reculer. Le bruit de la gifle a résonné dans toute la salle. Les invités ont poussé des cris. Un verre est tombé. J'étais en état de choc. Ma joue me brûlait, les larmes me montaient aux yeux. Pas à cause de la douleur, mais à cause de l'humiliation. Ma mère s'est précipitée à mes côtés. Mais pas pour me consoler. Elle m'a saisi le bras et a murmuré, furieuse. Ne fais pas de scène. Pars en silence. James n'avait toujours pas bougé. Il était assis, figé à la table d'honneur. Regardant sa nouvelle femme frapper sa sœur devant tout le monde. Avec toute la dignité que j'ai pu rassembler. J'ai pris mon petit sac sur la table. Je me suis tourné. Et j'ai marché droit vers la sortie. 200 pères Dieu m'ont suivi. Certains invités semblaient choqués, d'autres mal à l'aise, et quelques-uns presque amusés par le drame. L'air frais du soir m'a frappé le visage quand j'ai poussé les portes vers le parking. Ce n'est qu'une fois arrivé à ma voiture que j'ai laissé mes larmes couler librement. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à mettre la clé dans le contact. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à rentrer chez moi en conduisant. Mais tout le trajet, j'avais l'impression d'être sous l'eau, coupé de la réalité. De retour à la maison, je me suis effondré sur mon canapé, entouré de ces murs. Qui était devenu le centre de tant de conflits? Cette magnifique maison, le dernier cadeau de ma grand-mère? Mon refuge, était maintenant aussi la cause de mon humiliation publique et de mon éloignement familial. Je me suis endormi là, sur le canapé, toujours en robe de demoiselle d'honneur. Les joues sèches de larmes, sans savoir qu'en moins de 24 heures, tout allait encore changer. Je me suis réveillé le lendemain avec les yeux gonflés et une douleur sourde dans la poitrine. Pendant quelques secondes magnifiques, je n'ai pas souvenu de ce qui s'était passé. Puis tout est revenu comme un coup. Le mensonge de Catherine,
la gifle, le regard glacial de ma mère. Le silence de James, la marche de la honte devant 200 invités stupéfaits. Mon téléphone, que j'avais mis en silencieux la veille, affichait 27 appels manqués et 43 messages. La plupart venaient de ma mère, mais aussi de James, de mon père, et même de quelques amis inquiets présents au mariage. Je me suis préparé un café et j'ai commencé à lire. Les messages de ma mère étaient remplis de colère, et empiraient à chaque ligne. « Comment as-tu pu nous humilier comme ça ? Reviens ici tout de suite et excuse-toi auprès de Catherine. Tu as ruiné le mariage de ton frère avec ton égoïsme. » Ceux de James n'étaient pas mieux. Tu avais une seule mission. Me soutenir le jour de mon mariage. Merci pour rien. Catherine est dévastée. J'espère que tu es contente. Tu dois appeler et t'excuser auprès de Emma Femme aujourd'hui. Le seul message de mon père était plus calme. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Appelle-moi quand tu es prête. Le dernier message est arrivé pendant que je lisais les autres. Il venait de Catherine, envoyé à moi et apparemment à tous les invités du mariage. Chers amis et famille. James et moi sommes profondément attristés par l'incident malheureux survenu lors de notre réception. Nous sommes brisés que Samantha ait choisi de créer un scandale lors de notre journée spéciale. Après nous avoir promis un cadeau de mariage qu'elle a ensuite renié publiquement. Nous demandons votre soutien en ces temps difficiles pour notre famille. Notre lune de miel à Hawaï aura bien lieu comme prévu. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Le culot qu'elle avait de mentir encore une fois à tout le monde. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. C'était ma mère. « Tu as vu le message de Catherine ?» a-t-elle lancé directement. « Tout le monde en parle. Les Henderson viennent de m'appeler pour demander « Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» C'est un cauchemar pour la réputation de notre famille. « Maman » ai-je dit en essayant de rester calme. Catherine a menti. Je ne leur ai jamais promis ma maison, et elle m'a giflé devant tout le monde. Pourquoi c'est moi la méchante ? Tu aurais pu faire semblant pendant une soirée et en parler plus tard en privé, a-t-elle rétorqué. Maintenant, on passe tous pour des idiots. Ton père et moi sommes entraînés dans ton égoïsme. Mon égoïsme ? Catherine a essayé de me forcer publiquement à abandonner ma maison. Ce n'est qu'une maison, Samantha. Ton frère, c'est la famille. La discussion est vite devenue invivable. Ma mère m'a posé un ultimatum. Soit je m'excusais auprès de Catherine et je faisais un compromis sur la maison. Soit-elle coupait tout contact avec moi. On ne peut pas se permettre ce genre de division, a-t-elle dit. Et Catherine est maintenant la femme de James. C'est la famille. Tu dois régler ça. J'ai raccroché, nauséeuse. Et dans les heures suivantes, j'ai découvert que Catherine était aussi très active sur les réseaux sociaux. Elle avait publié un récit bien lisse du mariage. Où elle se présentait comme la mariée brisée, trahie par sa belle-sœur jalouse. Le post était accompagné de magnifiques photos de la cérémonie et de la réception. Et s'arrêtait juste avant la confrontation. Les commentaires étaient remplis de soutien naïf et de gens me critiquant sans même me connaître. Certaines personnes sont tellement égoïstes. La famille doit toujours passer en premier. Je suis désolé que ton jour ait été gâché par du drame. Je me sentais vivre dans un monde parallèle. Comme si j'étais devenue la méchante de ma propre histoire. Plus tard, cet après-midi-là, mon téléphone a encore sonné. C'était Melissa, une voisine qui avait assisté au mariage en tant qu'accompagnatrice d'un collègue de James. Samantha, j'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle. J'ai eu ton numéro via le répertoire du quartier. Je voulais juste savoir si tu allais bien après ce qui s'est passé hier soir. Sa gentillesse m'a presque fait craquer de nouveau. J'essaie de tenir, ai-je réussi à dire. L'écoute, a dit Melissa. Je sais qu'on ne se connaît pas bien. Mais quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Catherine dit à tout le monde depuis des mois qu'elle et James vont emménager dans une maison de famille après le mariage. Elle nous a même invités à une pendaison de crémaillère le mois prochain, à TON adresse. Je pensais que c'était déjà réglé. J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans le ventre. Quoi ? Elle planifie une pendaison de crémaillère dans Emma Maison. Oui. Elle parlait de rénovation, de rideaux, elle montrait des échantillons de tissus. Elle a même emmené certains d'entre nous voir l'extérieur de la maison il y a 2 mois. Elle a juste dit qu'on ne pouvait pas entrer à cause de la transition difficile.
Après avoir remercié Mélissa pour son honnêteté, je me suis assise en silence, sous le choc. Catherine avait tout planifié depuis des mois. Elle avait dit à tout le monde qu'ils emménageraient chez moi, bien avant le mariage. Bien avant son piège public. Ce n'était pas un coup de folie le jour J. C'était le résultat d'une campagne calculée. Mon téléphone n'a presque pas arrêté de sonner du reste de la journée. D'autres appels sont venus d'invités du mariage qui avaient vu la scène. Et sentaient que quelque chose clochait dans la version de Catherine. Avec chaque conversation, de nouvelles vérités choquantes sont sorties. Catherine avait dit à certains que la maison avait été léguée à James et à moi. Mais que j'avais manipulé notre grand-mère pour qu'elle change son testament. À d'autres, elle disait que j'avais promis la maison comme cadeau de mariage des mois plus tôt. Mais que j'étais mentalement instable maintenant et que je changeais d'avis. La révélation la plus choquante est venue de ma cousine Rachel, qui m'a appelé ce soir-là. « Sam, il faut que tu saches quelque chose. » J'ai entendu Catherine parler à James pendant le dîner de répétition. Ils ont de gros problèmes financiers. Apparemment, ils ont déjà versé des acomptes pour des meubles. Et ils ont engagé des entrepreneurs pour rénover ta maison. Catherine répétait, « Qu'est-ce qu'on va faire si elle ne cède pas ?» Et James lui répondait, « T'inquiète, on trouvera une solution. » Ah, attends, ai-je dit, tentant d'assimiler l'information. Ils ont déjà dépensé de l'argent pour rénover une maison qui ne leur appartient même pas. Oui, a confirmé Rachel. De ce que j'ai compris, Catherine a surchargé ses cartes de crédit. Le mariage a largement dépassé le budget aussi. Je pense qu'ils comptaient vendre ta maison pour payer leurs dettes. Tout s'expliquait. La désespération de Catherine. Le silence de James. Leur refus d'entendre le mot non. Ils ne voulaient pas seulement ma maison. Ils en avaient besoin pour s'en sortir financièrement. À la tombée de la nuit, mon choc initial. Une colère froide avait remplacé mon choc initial. On m'avait manipulé, on m'avait fait douter de ma santé mentale, on m'avait humilié publiquement et agressé physiquement. Tout ça parce que Catherine Parker voulait ma maison et pensait pouvoir m'intimider pour l'obtenir. J'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de subir, et de reprendre le contrôle de la situation. Catherine avait déclenché cette guerre. Mais c'est moi qui allais la terminer. Le matin suivant le mariage, pendant que Catherine et James s'envolaient pour leur lune de miel à Hawaï. J'ai commencé ma contre-attaque. La première étape, c'était de comprendre exactement à qui j'avais affaire. Catherine Parker était apparue de nulle part dans nos vies. Séduisant instantanément ma famille pendant qu'elle m'isolait. Mais que savions-nous vraiment d'elle? J'ai commencé par une recherche simple sur Internet. Son profil LinkedIn montrait une carrière impressionnante dans Parker Luxe et Real Estate. Le nom de l'agence m'a interpellé. Parker, ce n'était pas une coïncidence. Une recherche plus poussée a confirmé ce que je soupçonnais. L'agence immobilière appartenait au père de Catherine. Son poste exécutif n'était pas le fruit de son talent, mais du népotisme contrairement à ce que mon frère et mes parents croyaient. J'ai creusé plus loin, cherchant une connexion avec elle. En fouillant les réseaux sociaux, j'ai découvert qu'une amie de la fac, Alison, avait étudié dans la même université que Catherine. Je l'ai appelée immédiatement. Catherine Parker, a répété Alison. Oh mon Dieu. Oui. Toutes les filles de notre sororité la connaissaient. Elle était célèbre. Célèbre? Pourquoi ai-je insisté? Elle avait un schéma. Elle s'en prenait aux garçons riches. Sortait avec eux jusqu'à ce qu'ils lui offrent des cadeaux ou des voyages. Puis les quittait dès qu'un autre plus riche apparaissait. Il y a eu un gars, Richard? Il a dû quitter l'université parce qu'elle avait maxé ses cartes de crédit en bijoux. Puis elle a disparu. Ce qu'elle décrivait correspondait parfaitement à ce que j'étais en train de découvrir sur Catherine. Mais j'avais besoin de preuves solides si je voulais révéler sa vraie nature à ma famille. J'ai engagé un détective privé. Je lui ai expliqué toute la situation et lui ai demandé d'enquêter sur Catherine. En cherchant tout schéma de manipulation financière ou de comportement toxique. C'était cher, mais protéger ma maison et laver mon honneur valait bien cet investissement. Pendant que j'attendais son rapport, j'ai aussi consulté un avocat concernant la gifle reçue au mariage. Et les déclarations diffamatoires de Catherine. Vous avez un dossier solide, tant pour l'agression que pour la diffamation, m'a dit l'avocat. L'agression a plusieurs témoins.
Et ces messages publics affirmant à tort que vous aviez promis la maison comme cadeau nuisent clairement à votre réputation. Mais un procès serait long et public. Êtes-vous prête pour ça? Je n'en étais pas sûr. Un procès ne ferait que briser encore plus ma famille. Mais je ne pouvais pas non plus laisser Catherine s'en sortir ainsi. J'ai décidé d'attendre encore un peu. Le temps de réunir plus d'éléments. 3 jours plus tard, le détective m'a remis son rapport. C'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Catherine avait un lourd passé de manipulation financière. Bien au-delà de ses jeux de séduction à la fac. Elle avait été fiancée 2 fois avant James. Chaque fois à des hommes riches. Et chaque fiançaille s'était terminée mystérieusement. Les 2 ex-fiancés avaient signalé des pertes d'argent importantes pendant leur relation avec elle. Le pire? Son dernier engagement ressemblait étrangement à ma propre histoire. La grand-mère de l'ex possédait une propriété de valeur. Et Catherine avait clairement essayé de la récupérer. Quand la grand-mère avait refusé de l'inclure dans son testament. Les fiançailles s'étaient brusquement terminées. Le rapport contenait aussi les coordonnées de l'ancienne belle-mère de Catherine, Margaret Reynolds. Je l'ai appelée sans attendre. J'attendais votre appel, m'a dit Margaret après que je lui ai expliqué qui j'étais. Je savais que Catherine recommencerait. L'histoire qu'elle m'a racontée m'a glacé le sang. Catherine avait presque réussi à convaincre son fils. De faire pression sur sa grand-mère pour lui donner un chalet familial. Quand la vieille dame avait refusé, Catherine avait déclenché un conflit familial. Exactement comme le mien. Elle ne cherche pas l'amour, m'a prévenu Margaret. Ni même le prestige. Elle veut des biens, de l'argent, des choses qu'elle peut contrôler ou revendre. Et elle se fiche de qui elle blesse sur son chemin. Avec ces informations, j'ai élaboré une stratégie. Une confrontation directe ne marcherait pas. Catherine était trop douée pour retourner les situations. Et ma famille penchait déjà en sa faveur. Il me fallait des preuves irréfutables et le bon moment pour les présenter. La lune de miel me donnait 2 semaines pour me préparer. J'ai rassemblé des captures d'écran de ces publications mensongères sur les réseaux. J'ai collecté des témoignages écrits d'invités ayant vu la gifle. J'ai organisé les résultats du détective dans un dossier clair et convaincant. Et contre toute attente, le premier allié que j'ai trouvé venait d'une source surprenante, mon père. Il m'a appelé environ 1 semaine après le mariage. « Ta mère ne sait pas que je t'appelle » a-t-il commencé, mal à l'aise. Mais il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. L'histoire de Catherine change tout le temps. Et certaines choses qu'elle dit, ça ne tient pas. J'ai sauté sur l'occasion. « Papa, j'ai des preuves. Des vraies. Sur qui est Catherine vraiment, et ce qu'elle est en train de faire à notre famille. » Il a hésité. « Ta mère est convaincue que tu es juste jalouse du bonheur de James. » « Papa, Catherine m'a giflé en public. C'est un comportement normal pour quelqu'un de raisonnable, tu crois? S'il te plaît, regarde ce que j'ai trouvé avant de juger. » À mon soulagement, il a accepté de déjeuner avec moi le lendemain. Je lui ai apporté des copies des documents les plus importants. Preuves des anciens fiançailles brisés. Témoignages de personnes manipulées. Et mensonges sur ma maison. Il a tout lu lentement. À mesure qu'il avançait, son visage devenait de plus en plus inquiet. Quand il a terminé, il m'a regardé avec un regard nouveau. Je n'en avais aucune idée, a-t-il soufflé. Tout ce temps, je croyais que c'était juste le stress du mariage. Des petits ajustements familiaux. Mais là, c'est réfléchi. C'est le cas, ai-je confirmé. Les James est sa cible. Elle se sert de lui pour obtenir ce qu'elle veut. Mon père a hoché la tête. Ta mère ne se laissera pas convaincre facilement. Elle a tellement investi dans l'idée que Catherine est la belle-fille parfaite. Je sais. Mais James doit voir tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Ça ne fait qu'1 semaine qu'ils sont mariés. Il peut encore annuler. Mon père m'a promis de m'aider à organiser une rencontre avec James dès son retour. En attendant, il allait essayer de calmer la haine de ma mère à mon égard. Quand James et Catherine sont revenus d'Hawaï, ils étaient bronzés et semblaient heureux. James a d'abord refusé de me voir. Mais mon père a fini par le convaincre de venir dîner chez moi, seul. Quand James est arrivé, il était froid, sur la défensive. Je suis là seulement parce que papa a insisté. A-t-il dit sans s'asseoir. Je n'ai rien à te dire tant que tu ne t'es pas excusé auprès de Catherine. Avant de décider ça,
ai-je répondu. Il y a quelque chose que tu dois voir. Je lui ai tendu le dossier avec toutes les preuves que j'avais rassemblées. Au début, James a refusé même de jeter un œil au dossier. Encore tes accusations de jalousie? Non merci. James, dit fermement mon père. Là, assieds-toi et lis. Tout. Ensuite, tu décideras. À contre-cœur, mon frère s'est assis et a commencé à lire. Je l'ai observé, voyant son expression passer du mépris, à la confusion. Puis au malaise de plus en plus profond à mesure qu'il tournait les pages. Quand il est arrivé à la déclaration de Margaret Reynolds, décrivant comment Catherine avait déjà tenté d'acquérir une propriété par manipulation, son visage est devenu livide. Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré. Et il y a encore plus, ai-je dit doucement, en lui montrant les relevés financiers découverts par l'enquêteur. Là, elle a de grosses dettes, James. Des vêtements de luxe, des vacances hors de prix. Tout payé avec des cartes de crédit. Et regarde ça, elle a versé des acomptes à des entrepreneurs pour rénover ma maison. De l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Les épaules de James se sont affaissées. Là, elle m'a dit que ta maison allait définitivement être notre cadeau de mariage. Que tu nous l'avais promis. Elle a dit qu'on devait commencer les rénovations pour te montrer à quel point on appréciait ton geste. Je n'ai jamais rien promis, ai-je murmuré. Et au fond de toi, je pense que tu le savais. Il est resté silencieux un long moment. Le mariage nous a coûté une fortune. Elle ajoutait toujours quelque chose, en disant qu'on méritait le meilleur. J'ai essayé de parler budget, mais elle s'énervait, disait que je gâchais son jour parfait. Est-ce qu'elle contrôle aussi d'autres aspects de ta vie, demanda prudemment notre père. James leva les yeux, surpris. Ah, comment tu sais? Elle a commencé doucement, en me disant de laisser tomber certains amis. En disant que mes passe-temps étaient puérils. Dernièrement, elle fouille dans mon téléphone. Elle m'interroge si je rentre tard du travail. Je pensais qu'elle était juste un peu insécure, que ça passerait après le mariage. C'était déchirant de voir mon frère, autrefois si sûr de lui, réaliser à quel point il avait été manipulé. À la fin du dîner, James était sous le choc. Mais pas encore prêt à accepter toute la vérité sur sa femme. Il faut que je lui parle, dit-il. Que j'entende sa version des faits. Je savais que c'était une erreur. Catherine allait tout nier, retourner l'histoire. Et chercherait à l'éloigner de nous de nouveau. Comme prévu, Catherine est entrée en mode gestion de crise quand elle a été confrontée. Elle a appelé mes parents en pleurant, affirmant que j'essayais de détruire son mariage par jalousie. Elle a tout nié, disant que les preuves étaient inventées. Elle est même allée jusqu'à appeler mon école pour suggérer que j'étais instable mentalement. Et que je ne devrais pas travailler avec des enfants. Mais des fissures étaient apparues dans sa façade parfaite. Mon père est resté fidèle à sa nouvelle compréhension de la situation. Et James, bien que troublé par les larmes de Catherine, ne pouvait plus ignorer les preuves. Et surtout, je ne me suis pas laissé intimider. La confrontation finale est arrivée une semaine après que James ait vu les preuves. Catherine est venue frapper à ma porte sans prévenir. « Tu crois être maligne ?» a-t-elle sifflé, abandonnant toute façade aimable. « Tu montes mon propre mari contre moi avec tes mensonges. » « Ce ne sont pas des mensonges, Catherine, ai-je dit calmement. Et tu le sais autant que moi. Peu importe. James m'aime. Il me choisira moi. Et tes parents veulent juste sauver les apparences. Tu seras la sœur jalouse, amère, qui a essayé de ruiner un mariage. Donc tu es venu ici pour me menacer? Son expression changea, devint calculatrice. En fait, je suis venu pour négocier. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu te retires? De l'argent? Je sais que James et moi n'avons pas les moyens d'acheter ta précieuse maison. Mais on pourrait organiser des paiements. J'ai failli éclater de rire devant tant d'audace. Je ne veux pas de ton argent, Catherine. Je veux juste que tu arrêtes de manipuler mon frère. Et de tenter de me voler ma maison. Très bien, a-t-elle craché. Comme tu veux. Mais souviens-toi, j'ai déjà dit à tout le monde à quel point tu es jalouse et instable. Personne ne croira ce que tu racontes. Mais ce que Catherine ne savait pas, c'est que j'avais tout enregistré avec mon téléphone. Notre conversation entière. Et cet enregistrement est devenu le tournant. Quand James a entendu les mots crus de sa femme,
Le sortilège s'est enfin brisé. Le lendemain, il a quitté leur appartement. Et a demandé l'annulation du mariage pour fraude. Catherine a tenté un dernier coup désespéré. Elle a posté une vidéo émotive sur les réseaux, accusant James et moi d'avoir comploté contre elle depuis le début. Mais trop de gens avaient vu la vérité ou étaient témoins de son comportement. Son image parfaitement construite s'est effondrée. Ma mère a été la dernière à céder, refusant longtemps d'admettre qu'elle s'était fait manipuler. Mais même elle ne pouvait nier l'enregistrement et les preuves, montrant que Catherine comptait vendre ma maison pour payer ses dettes. 2 mois après ce mariage qui a presque brisé notre famille, Catherine a quitté la ville pour recommencer ailleurs. James, lui, a commencé à reconstruire sa vie et ses finances. Je suis resté dans la maison de grand-mère, plus précieuse que jamais, parce que je l'avais défendue contre quelqu'un qui ne la voyait que comme un objet à exploiter. 6 mois après ce désastre, la maison était bien plus qu'un toit. Elle était devenue un symbole de ma force. J'ai enfin terminé la rénovation de la cuisine que je prévoyais avant tout ce drame, remplaçant les vieux appareils mais en gardant précieusement les carreaux anciens, que Mamie et Léanor adoraient. Le jardin devant la maison fleurissait, avec les mêmes variétés de roses qu'elle avait plantées il y a des décennies. Les week-ends, je m'asseyais sur la balançoire du porche, avec une tasse de café, sentant sa présence, et sachant qu'elle serait fière de la façon dont j'ai défendu ce qui nous tenait à cœur. Le mariage de James et Catherine a été officiellement annulé. Le juge a reconnu la fraude, notamment parce que Catherine avait caché ses dettes massives à James avant les noces. D'après des amis communs, elle a déjà trouvé une nouvelle cible. Un promoteur immobilier divorcé dans sa nouvelle ville. Mon frère, lui, reconstruit doucement sa vie. Le trou financier laissé par Catherine est énorme. Près de 50 000 $ en dette de carte de crédit qu'elle a laissé derrière elle, plus les acomptes perdus pour les travaux jamais faits dans ma maison. Il a pris un second travail et s'est installé dans un petit appartement pour commencer à rembourser. Notre relation commence à se réparer, mais elle reste fragile. On prend un café tous les 15 jours, essayant de reconstruire lentement la confiance. Je n'arrive pas à croire à quel point j'étais aveugle, m'a dit James un jour. En y repensant, il y avait tant de signaux d'alerte. Là, elle était très douée, lui ai-je rappelé. Et elle t'a choisi toi parce que tu es quelqu'un de bon, qui veut voir le meilleur chez les autres. Il a souri tristement. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand j'ai été horrible avec toi. Mes parents, eux, c'était une autre histoire compliquée. Mon père, Thomas, avait vraiment fait un effort pour réparer les choses. Il est venu un samedi matin, environ un mois après l'annulation, avec sa boîte à outils à la main, proposant de m'aider à rénover ma cuisine. Je t'ai laissé tomber, a-t-il simplement dit pendant qu'on travaillait côte à côte. J'aurais dû voir ce qui se passait et te défendre plus tôt. Je suis désolé, Samantha. Ses excuses directes et ses actions constantes pour reconstruire notre relation ont grandement contribué à refermer la blessure entre nous. On dînait ensemble toutes les semaines maintenant. Parfois chez moi, parfois au restaurant. Mais toujours juste nous deux, renforçant notre lien père-fille. Avec ma mère, Barbara, ça a été beaucoup plus difficile. Son premier essai de réconciliation était maladroit et plein de sous-entendus. Je continue de penser que tu aurais pu gérer tout ça de façon plus discrète, a-t-elle dit lorsqu'elle m'a appelé, environ 3 mois après le mariage. Mais je suppose que Catherine est allée trop loin. Ce n'étaient pas vraiment les excuses que j'espérais. Mais c'était un début. Avec le temps, à mesure que la manipulation de Catherine devenait évidente, ma mère s'est peu à peu adoucie. Elle a commencé à passer de temps en temps, toujours avec une excuse bancale, genre qu'elle était, dans le coin, pendant une de ses visites, en regardant d'un œil critique mes nouveaux rideaux de cuisine. Elle a marqué une pause et a dit : « Ta grand-mère serait fière de ce que tu as fait ici. » Venant d'elle, c'était presque une déclaration d'amour inconditionnel. Je l'ai accepté comme la branche d'olivier qu'elle voulait offrir. La réaction de la communauté avait été étonnamment positive. Une fois que la vérité avait éclaté, beaucoup d'invités du mariage qui avaient vu Catherine me gifler ont pris contact pour me soutenir. Certains ont même avoué qu'ils avaient toujours senti que quelque chose n'allait pas avec elle, mais n'avaient jamais osé le dire.
Melissa, ma voisine du quartier, est devenue une amie proche. Elle venait souvent boire un café avec moi sur le porche. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli croire à l'histoire de Catherine, m'a-t-elle dit un après-midi. Là, elle jouait tellement bien la victime. C'est ça, la manipulation, lui ai-je répondu. Les meilleurs manipulateurs te font douter de ta propre perception. Cette horrible expérience m'a appris à mieux apprécier les vraies amitiés. Et à être plus prudente avec les gens à qui je fais confiance. J'ai aussi découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas. Le courage d'être seul quand il le fallait. De défendre ce qui était juste. Même si céder aurait été plus facile. Mon frère James est venu dîner un soir au début du printemps. Exactement un an après avoir présenté Catherine à la famille pour la première fois. Il avait apporté un petit cadeau. Une maison en céramique faite à la main. Comme les décorations de Noël que grand-mère collectionnait. J'ai vu ça et j'ai pensé à toi. A-t-il dit avec un peu de gêne. Une maison à l'abri des catastrophes, cathérinesques. J'ai ri, reconnaissante qu'on puisse enfin rire de ce qu'on avait traversé. Ah, comment tu vas vraiment, lui ai-je demandé pendant qu'on s'asseyait sur le porche après le repas. Mieux, a-t-il dit. Financièrement, c'est encore le chaos, mais j'avance. Le plus dur, c'est de réapprendre à me faire confiance. Je me suis tellement fait avoir. On s'est tous fait avoir, lui ai-je rappelé. Enfin, sauf mamie Eleanor. Je suis sûr qu'elle aurait vu clair en Catherine dès le premier jour. James a souri. C'est sûrement pour ça qu'elle t'a laissé la maison à toi, et pas à moi. Elle savait que tu la protégerais. Il a regardé le jardin. Je suis désolé d'avoir essayé de te l'enlever, Sam. Je me suis laissé emporter par la vision que Catherine me vendait de ce qu'on méritait. Et j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Cette conversation a marqué un vrai tournant dans notre reconstruction familiale. Le week-end suivant, James et mon père sont venus m'aider à remplacer des planches abîmées sur le porche. Ma mère est arrivée à l'improviste avec le déjeuner pour tout le monde. Ce n'était pas parfait. Elle lâchait encore parfois des remarques passives-agressives. Et il y avait des silences gênants. Mais c'était une vraie famille. Imparfaite. Et qui guérissait petit à petit. À mesure que le printemps devenait été. J'ai organisé une vraie pendaison de crémaillère. Celle que j'aurais dû faire au moment de mon emménagement. Avant que Catherine ne bouleverse nos vies. Amis, voisins, collègues, membres de la famille. Tout le monde remplissait la maison de rire et de discussions. La maison de ma grand-mère, qu'on avait tenté de me voler, servait enfin à ce pourquoi elle avait été construite. Un lieu de vie, d'amour et de lien. Debout dans ma cuisine. Je regardais mon frère rire avec ses amis pendant que mes parents discutaient avec les voisins sur le porche. J'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. La maison était plus que des murs et un toit. C'était un héritage. Un lien avec le passé. Et désormais une base pour reconstruire ce qui avait été brisé. La plus grande leçon que j'ai apprise, ce n'était pas sur l'héritage ou les devoirs familiaux. C'était sur l'importance de se défendre soi-même. Même quand c'est difficile. Même quand tout le monde te dit que tu as tort. Savoir reconnaître quand quelqu'un essaie de te manipuler. Avec la culpabilité ou la pression sociale. Et trouver la force de rester debout. Parfois, les combats les plus durs sont ceux qu'on mène contre les gens les plus proches. Mais parfois, ce sont aussi ceux qui valent le plus la peine. Et toi? As-tu déjà dû tenir tête à ta famille ou faire face à une personne manipulatrice comme Catherine? Raconte ton histoire en commentaire. Et si ce récit t'a touché? Mets un j'aime et abonne-toi pour d'autres histoires sur le fait de se défendre, même quand c'est difficile. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et n'oublie pas. Tu mérites que tes limites soient respectées. Même par ta propre famille.